Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. C'est l'édition du 18 février 2026. Jeff qui s'installe avec vous autres pour la prochaine heure et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à tous, à toutes. Un peu à l'image du CF Montréal ici à BBN Soccer, on est en reconstruction, hein. On est en reconstruction et on va travailler fort. On va travailler fort au cours des prochaines semaines. Alors que la MLS va débuter ses activités, va débuter son calendrier 2026 ce samedi. Donc on va être là, on va suivre avec vous l'ensemble de la saison du CF Montréal pour vous, avec vous. Et avec, bien sûr, nos membres premium. Donc, c'est le dernier balado, je vais le dire comme ça, de pré-saison parce qu'on va tomber dans le dur, on va tomber dans le réel et surtout dans l'analyse du premier match la semaine prochaine. Donc, mercredi, ce sera l'analyse du premier match de la saison, alors que le CF Montréal affronte San Diego, un des clubs que je place top 6. Top 6 dans l'Ouest cette saison. Très bonne formation, donc ça ne sera pas un chemin facile pour le CF Montréal qui, vous le savez, débute avec un calendrier un peu compliqué. C'est malheureusement la réalité du CF Montréal. Donc, la saison 2026, elle débute maintenant. Terminer les excuses. Le plan est clair. On va s'en reparler tantôt. En tout cas, Lucas nous l'a très bien transmis aujourd'hui. La liste d'épicerie est faite et surtout, elle semble complétée. On va en reparler, mais Lucas Sapito semble clair et à l'aise avec la formation qu'il a sous la main pour lancer cette saison, qui se fera en 2 temps, donc une première stretch, on va le dire comme ça, de 14 rencontres, et une seconde après la longue pause de la Coupe du Monde d'une 20aine de matchs. Est-ce que Montréal peut passer un cap cette saison? C'est la question que devra répondre aux partisans, aux fans, la direction sportive du CF Montréal. Vision, ambition et profondeur dans les 2 derniers balados. C'est un peu ce qu'on a analysé, c'est un peu ce qu'on a observé. Là maintenant, les intentions ne comptent plus. À partir de samedi, on compte les points et non les intentions. Ça débute là, ça débute contre San Diego, un club que j'ai identifié comme étant top 6 dans l'Ouest. Lucas a donné beaucoup d'entrevues aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est qu'on est plus solide défensivement du côté de l'organisation du CF Montréal. On a ajouté de l'expérience MLS. On a complété à 90% l'effectif. Donc, de ce que je perçois, c'est que si on réussit à sortir, par exemple, Lucas n'a pas précisé de nom, mais moi, je vais vous en donner. Si on réussit à sortir un Sunusi Ibrahim, un Amala Opoku, moi, je pense qu'il pourrait y avoir du mouvement, sans quoi, de ce que je perçois, c'est que l'équipe qu'on a actuellement sera l'équipe qu'on verra pour lancer cette saison 2026. Alors, bienvenue à tous et bon podcast. Sam qui est là, qui dit « Salut Jeff, cool la chanson d'ouverture. » Il me faut 3 minutes au début de chaque balado, question de vous partager le balado un peu partout sur l'ensemble de nos plateformes. On n'a pas une grosse équipe ici à BBN Soccer, donc on est un peu chef d'orchestre et on doit porter plusieurs chapeaux. Donc c'est dans cette veine-là que je dois un peu tout faire pour réussir à entrer en communication avec vous. Alors salut Max, salut Sam. Salut tous ceux et celles qui sont avec nous ce soir pour le balado.
Je vous rappelle, avant de lancer le balado, que c'est la dernière occasion que vous avez de devenir membre avant qu'on ferme la promo Kick-Off 2026, celle qui va s'éteindre là, dimanche. Alors, c'est là. C'est le temps à jamais de devenir membre. Si vous voulez, parce qu'il y a un segment premium, qui va suivre en version audio pour les premiums, mais à partir de mercredi prochain, le balado sera exclusivement sur l'analyse des rencontres. Il sera gratuit et la formule que vous entendez, on est sur le 3e épisode, sera le balado réservé exclusivement à nos membres premium et sera diffusé le dimanche. Alors, on passe ça, si vous le voulez bien, avec l'Association de l'Est en 2026. On ne va pas s'attarder sur l'Association de l'Ouest, on va se concentrer, vu que le temps est mince, vu que le temps est précieux, on va se concentrer sur notre Association de l'Est. Sans vous dévoiler le classement à ce moment-ci, j'ai fait le jeu des prédictions, je vous partagerai ça plus tard. Mais il y a 3 blocs que je pourrais vous dire si on veut regarder l'association de l'Est et l'observer. Il y a des équipes qui seront sans aucun doute les favoris. Je pense, vous les connaissez tous, là, où ça va se battre entre quelques réalités, quelques blessures, quelques absences et peut-être quelques prises au mercato d'été. Mais des clubs comme Philly, des clubs comme Cincinnati, des clubs comme Nashville ou comme Miami vont se battre sans aucun doute pour être favoris. Et si je veux compléter ce top 5-là, je pense que pas Montréal, mais Orlando pourrait figurer. Parmi tout ça, juste, je viens de voir un commentaire de Sam. Je vais prendre le temps de vous le partager. À Montréal, c'est la rue Villot. On parle souvent de problèmes de communication chez le CF Montréal. Il y a un arrêt de bus à côté du stade Saputo, à l'intérieur de la station, où il y a du gazon synthétique et un speaker qui chante « Allez Montréal ». C'est vraiment hot. Quelle belle initiative que celle-là. Alors, c'est merveilleux. Donc, les favoris, je vous disais, Miami, Nashville, Cincinnati, on pourrait mettre Philly, on pourrait mettre Orlando. Je pense que c'est des équipes qui vont se battre. Et pourquoi? C'est des équipes qui sont dans la stabilité. C'est des équipes qui sont dans la croissance. Et ça, pour moi, à mes yeux, ça a un impact réel. Le CF Montréal, au cours des dernières années, nous a habitués à un projet où les ventes, les transferts sont hyper importants. La réalité du marché montréalais, s'il veut demeurer compétitif, je pense qu'on devra vivre avec cette réalité-là où les ventes seront un atout précieux à l'acquisition éventuellement de joueurs. Mais les équipes qui performent, celles qui progressent, celles qui ont un plan réel, sont sans aucun doute celles qui présentent la plus grande stabilité, celles qui présentent la meilleure croissance sans bouger leur noyau de joueurs. Et moi, pour ça, je pense que ça fait toute une différence présentement, résultat de ces formations-là. Il y aura également, bien sûr, la zone grise. La zone grise en MLS, c'est les clubs qui se battront pour moi dans les positions 6 à 9. Je ne veux pas vous dévoiler tout de suite le classement parce que je vous ai dit qu'on s'en parlerait tout à l'heure et je vais y aller de mes prédictions. Mais pour moi, des équipes en zone grise, c'est les équipes qui sont qui vont se battre non pas pour le sommet de l'association de l'Est, mais qui sont confortables à entrer dans les séries et que même une blessure, même un départ ou une absence à long terme n'empêchera pas
ces formations-là d'accéder aux séries d'après-saison. Pour moi, c'est des formations qui ne visent pas nécessairement les sommets, mais qui, à moins d'un miracle, devraient être à l'extérieur, à l'intérieur du portrait des séries. Je peux penser à Red Bull, je peux penser à New York City, Columbus, Charlotte sont des formations qui, pour moi, sont présentement dans la zone grise. Et dans l'Est, il y a aussi les formations fragiles. Les formations qui, non pas qui se cherchent, mais qui doivent se trouver, comme, par exemple, Montréal, Chicago, Atlanta, New England, DC United, Toronto. Des équipes qui devront faire attention d'ici la fin de la saison à se garder en santé. Des équipes qui ont peut-être moins de profondeur au moment où on se parle. Cédric nous dit, Jeff, peux-tu croire qu'on est dans la même ligue que Miami, LAFC, Nashville et le LA Galaxy qui sont sur les traces de Coutinho? Et c'est difficile à dire, c'est difficile à comprendre. Et je pensais sincèrement que la MLS, avec son processus de joueurs désignés, avec sa ligue fermée, qu'on allait toujours demeurer dans une certaine stabilité et également qu'on allait demeurer dans une certaine parité. Visiblement, le fait que la MLS ne compte pas d'équipe, mais de masse salariale planchée, fait en sorte qu'il y a des écarts comme on le voit présentement entre Miami et, par exemple, une formation comme Montréal. Je parle de Montréal, j'aurais pu vous parler d'autres formations parce que ce n'est pas que le cas de Montréal. Plusieurs formations, lorsqu'on regarde l'alignement sur papier, on est loin. On est loin de l'Inter de Miami. On est loin de Nashville. Avez-vous vu le but? J'ai partagé une séquence aujourd'hui. Mukhtar Espinoza, Surridge. C'est incroyable. Et c'est difficile de comprendre qu'on évolue dans la même ligue, effectivement. Donc, il faudra trouver, je pense, du côté de la MLS, un moyen. Peut-être que ce sera une masse salariale planchée, mais il faudra trouver un moyen de ramener cette parité-là, parce que moi, ce qui me pue au nez, je sais qu'on se compare souvent aux grandes ligues, je sais qu'on se compare souvent au soccer européen. Ce que j'aime pas, c'est que, par exemple, on regarde la Ligue 1 et on sait, avant que la saison soit lancée, qu'il y a juste une équipe dans cette ligue-là. Et j'aimerais ça que ça n'arrive pas avec notre MLS, mais à travers plusieurs circuits européens qui sont classés comme étant top 5 présentement, ben, on sait avant même le début de la saison, quel sera le résultat final. Donc, peux-tu croire qu'on est dans la même ligue que Miami, LAFC, Nashville? On est loin. On est loin du côté de Montréal, malgré des ambitions annoncées clairement en juillet dernier. J'ai trouvé aujourd'hui les déclarations de Lucas Saputo beaucoup plus temporisées. Je ne sens plus, au moment où on se parle, 18 février 2026, 21h15, je ne sens pas que de faire les séries est un objectif à tout prix pour le CF Montréal. On va être plus agressif, on veut gagner plus de matchs, mais avec tout ça, j'ai de la misère à imaginer, à concevoir que le CF Montréal soit à ce moment-ci beaucoup plus ambitieux qu'il l'a été la saison dernière. Je pense qu'on est à l'intérieur d'un processus. Je pense qu'on est à l'intérieur d'une belle progression. Je pense que le CF Montréal aligne pour le début de la saison 2026 une meilleure formation qu'elle ne le faisait au lancement de la campagne 2025. Mais ceci étant, Cédric dit le PSG est deuxième, Jeff.
J'ai pas donné de nom d'équipe. J'ai pas donné de nom d'équipe. Eustáquio et Bouanga, ça va vite. Ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Lens est premier en ce moment en Ligue 1. Prenez une photo. Prenez une photo, ça restera pas comme ça. Hey, on est environ 70 en direct sur la planète X Twitter. Merci à vous autres d'être là. Je vois, c'est le fun, j'ai cette capacité technologique de voir que vous êtes plusieurs à scanner le code QR pour devenir membre et profiter de notre promo Kick-Off. Alors, merci à toutes vous autres, c'est hyper apprécié. Montréal prêt? Est-ce que Montréal est prêt pour cette nouvelle saison-là? J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de le voir si Montréal est prêt. On va le savoir sans aucun doute samedi. Mais au moment où on se parle, et là, on est plusieurs dans le fil de clavardage, ceux et celles qui sont avec nous sur X, je vous rappelle que vous pouvez cliquer 2 fois sur la vidéo et venir inscrire des commentaires dans le chat. Ça va me faire plaisir de prendre vos commentaires. Est-ce que Montréal est prêt pour cette saison 2026? Moi, j'aimerais ça vous entendre, groupe, sur l'identité du jeu, la profondeur et le leadership. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour entamer cette saison 2026 à ces 3 niveaux-là, qui sont 3 piliers pour moi essentiels à la réussite d'une saison en MLS? Merci à ceux qui scannent le code QR, soit dit en passant. Identité de jeu. Le CF Montréal, de ce que j'ai observé des matchs pré-saison, et on est tous à la même place, là. C'est hyper compliqué de suivre les matchs pré-saison du CF Montréal. Donc, je suis un peu comme vous. J'ai observé quelques brides, quelques jeux, quelques matchs qu'on a vus qui étaient présentés sur les réseaux sociaux. Mais visiblement, on va être à la recherche dans l'identité de jeu de beaucoup plus de verticalité. Une équipe qui va défendre beaucoup mieux également. Et je pense que c'était le message aujourd'hui que transmettait Lucas Saputo aux partisans, aux fans via les différentes entrevues qu'il a menées aujourd'hui. C'est on va essayer de mieux défendre la saison prochaine. Et je pense que ça sera ça, l'identité de jeu. Parce que visiblement, ce qu'on avait de besoin sur le milieu et le tiers offensif du terrain n'a pas été comblé. On a présentement un poste de joueur désigné qui est celui de Prince Owusu. Et on ne se fera pas de cachette, là. C'est pas un joueur désigné naturel. C'est un joueur qu'on a voulu récompenser pour sa saison 2025, pour son leadership dans les moments difficiles où il est demeuré avec le club. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on recherche un joueur désigné en MLS, rarement Prince Owusu va sortir comme étant le premier choix. Donc, au niveau de l'identité du jeu, je ne peux pas vous dire qu'on va être une force de frappe inquiétante. Je ne peux pas vous dire qu'on s'est amélioré grandement. On était à la recherche d'un attaquant, d'un ailier gauche, toujours pas réglé. On va s'en parler tantôt au niveau de la profondeur, mais Stride, pour moi, n'est pas la solution sur la gauche. Lucas Saputo semble dire que Ivan Aimé sera la solution du CF Montréal pour cette facette-là du jeu. Donc, à gauche, selon moi, on aura Ivan Aimé et Stride viendra en doublure pour certains matchs. Donc ça, c'est l'identité du jeu. On avait besoin au milieu d'un box-to-box, d'un joueur qui va être capable là, de prendre le ballon en arrière, de le monter en avant. On ne l'a pas non plus. Donc j'aimerais ça vous parler d'amélioration au niveau de la verticalité, au niveau de la vitesse, au niveau de l'explosion et de l'exécution
Mais malheureusement, je pense qu'on va encore se fier sur Sam Piette pour des longs ballons. Et c'est pas un marchand de vitesse, bien qu'il a énormément de qualité, Samuel. Mais à ce niveau-là, je pense qu'on n'a pas étoffé l'identité offensive du jeu. Et Lucas Saputo a envoyé le message aujourd'hui. On est allé chercher de l'expérience MLS, des joueurs capables de jouer, de prendre un rôle dans une titularisation à partir du match 1. Et ces ajouts-là se sont principalement faits sur la ligne défensive. Donc, je pense que ce sera un peu ça, l'identité du CF Montréal cette année. Une équipe qui sera toujours dans le match, donc qui se fera rarement déclasser. Du moins, ce sera la tentative du club d'arriver à ça. Au niveau du leadership, je pense qu'on a ajouté beaucoup de grinta. Beaucoup de grinta pour vrai au sein de cette formation-là, et on le voit par les cartons rouges obtenus lors des matchs pré-saison, incluant l'entraîneur-chef Marco Donadel. Bref, on a hâte de voir tout ça. Sam, il dit « J'ai vraiment hâte de voir Aviles jouer ». Et ça aussi, ça fait partie des ajouts qui, somme toute, pourraient être très intéressantes. Donc, au niveau du leadership et de la force de caractère de cette formation-là, moi, je pense que dans le processus de reconstruction du CF Montréal, il y a en effet quelques atouts qu'on a ajoutés pour donner du leadership. Maintenant, pour ce qui est de la profondeur, je vous ai parlé dans les premiers balados de la saison. On est au 3e ce soir, balado déjà de la saison. Et je vous ai parlé dans les 2 premiers de l'importance de la profondeur en MLS. Et lorsque, tout à l'heure, on va regarder dans quelques instants le 11 que je projette pour ce week-end, que je projetais parce que là, je vais faire peut-être une petite modification tout à l'heure lorsque on va le regarder, mais visiblement, est-ce que le CF Montréal, lorsque je parlais tout à l'heure d'équipe fragile, est-ce que Montréal peut connaître du succès sur 34 matchs avec une blessure majeure, avec 2-3 absences répétées? On sait que c'est long une saison MLS. Ça coûte cher en énergie, ça coûte cher en endurance. Et les voyagements, les déplacements, les matchs hors calendrier MLS font en sorte que c'est très exigeant une saison MLS. Et pour ça, ça prend énormément de profondeur. Est-ce que le CF Montréal s'est construit suffisamment de profondeur pour rester stable et compétitif? Cédric portait le commentaire tout à l'heure et je vais le remettre à l'écran. Peux-tu croire qu'on est dans la même ligue que Miami, LAFC, Nashville et LA Galaxy? C'est difficile à ce moment-ci de concevoir qu'on évolue dans le même circuit. Alors imaginez demain matin, Prince Owusu, absent pour 6 à 8 semaines, et Ivan Aimé, une rechute, tarde à se remettre. On espère l'avoir au début de la saison, mais comprenez que ça pourrait être difficile. Donc, au niveau de la préparation, je pense que le CF Montréal est là. Je pense que le CF Montréal est prêt, mais qu'il faudra être très vigilant à la préparation. Donc, je vous soumets mon 11 de départ pour affronter San Diego. Premier match de la saison. Je vais temporairement, pour ceux et celles qui sont avec nous en direct, fermer le clavardage, juste le temps qu'on puisse observer comme il faut ce 11 de départ projeté que je vous ai fait, que je vous ai présenté.
Donc, Thomas Gillier devant le filet, c'est ce que moi j'entrevois. Vera, Aviles, Morales et Hidalgo. Sur le 4 derrière, 4-2-3-1, je pense que c'est la formule qu'on va opter pour le CF Montréal cette saison. J'ai mis Thoralson et Le Toury dans le milieu. Et là, on va me poser la question, pourquoi Jeff? Pourquoi Jeff t'a mis Thoralson là, alors qu'il devrait être à la place de Vera ou encore à la place de Ivan Aimé? On sait que Longstaff sera absent pour ce match-là. Donc, 3 blessés présentement chez le CF Montréal pour lancer cette saison 2026. On parle, entre autres, de Longstaff qui sera absent pour lancer cette saison-là. Mais il pourrait y avoir également d'autres absents, d'autres blessés pour lancer cette saison-là. Donc, Jalen Neal, selon les dires de Frédéric Laure, Jalen Neal de retour avec le groupe, mais très peu probable qu'il voit de l'action dans le premier match de la saison. Donc, Longstaff, Herberts sont des cas incertains pour samedi. Et Ivan Aimé pourrait peut-être ne pas avoir le départ. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça et comment le CF Montréal va interagir ou en tout cas va composer avec cette réalité-là. On sait que ça va être important d'aller chercher des points sur la route, des points dans les 6 premiers matchs. Il y a 2 fenêtres cette année, une de 14 matchs, une de 20. Et le CF Montréal part pour 6 rencontres sur la route. Donc, il faudra être très efficace pour réussir à obtenir des succès. Donc, Ivan Aimé, Escobar et Sinchuk devant la ligne de milieu et Prince Owusu comme notre striker, notre seul et unique joueur désigné pour cette saison-là. Prédiction. Maintenant, dans l'Est, la prédiction de Jeff en vue de la saison 2026. Je vais vous présenter ça à l'instant. Et c'est ce que je pense. C'est pas dit que c'est ça qui va arriver. C'est ce que je pense, c'est ce que je prévois. Méfiez-vous pas à moi. J'avais mis Montréal beaucoup trop haut la saison dernière et je me suis fait un peu avoir. Donc, dans les équipes que je vois comme étant des clubs favoris, Miami, Nashville, Cincinnati, Philly et Orlando sont pour moi les équipes, les formations qui ont la plus grande croissance, la plus belle, comment je pourrais dire, la plus belle constance. Et pour ça, ben, je les place dans le top 5. Pour moi, c'est de la stabilité. Pour moi, c'est de la croissance. Pour moi, c'est des équipes qui ont dealé avec un impact réel là-dessus et ça sera compliqué donc pour les autres équipes de rentrer dans ce top 5-là. La zone grise, où il y aura énormément de batailles. New York Red Bull, Charlotte, New York City et Columbus. Et dans les clubs fragiles, Montréal, Chicago, Atlanta, New England, DC United et Toronto. Donc, je place Montréal 10e au classement et j'espère sincèrement qu'on va avoir plus de succès que ça. Mais c'est ce que je vois. Jimmy, dis-moi, je suis content qu'on ait construit la défensive. Des gars comme Vera, ça va nous aider. On a 6 millions de gammes disponibles, que ce soit là ou cet été. Un milieu offensif de renom nous aiderait. Voyez-vous, moi, je voyais
Et là, on parle de profil, on parle pas de joueurs, OK? On parle pas de nom, puis je vous dis pas que c'est les joueurs que je veux qu'on signe. Je comprends que c'est hors de portée. Mais question de bien vous imaginer, moi, j'aurais aimé qu'on signe un profil à la Modric. Un profil, lorsque je parlais tout à l'heure de box-to-box, c'est ce que je veux qu'on ait cherché. Un Cristiano Ronaldo qui pourrait devenir notre ailier gauche. Bref, je ne parle pas, je le rappelle, de ces joueurs-là, mais bien de profil de joueurs. C'est ce que j'aimerais qu'on ait cherché. Jimmy dit on va finir 10e, 8e si on va chercher un milieu offensif au mercato d'été, selon moi. Et moi, je pense, Jimmy, sincèrement, que tout va se jouer là. Tout va se jouer dans cette fenêtre-là. Et ce que j'ai senti aujourd'hui de Lucas Saputo, c'est que oui, il y a un plan. Oui, il y a une reconstruction. Mais il est hors de question que le CF Montréal, à ce moment-ci, panique, fasse un coup vite, fasse un coup rapide. On a fait beaucoup de modifications dans l'entre-saison. On a, comme Jimmy le mentionnait, amélioré la défensive. Moi, je pense qu'on va être en mode observation pour les 14 premiers matchs. Question de bien identifier les profils dont on a réellement besoin après les ajouts qu'on a faits. Question également de voir si ça vaut la peine d'investir à ce moment-ci selon le classement du CF Montréal après cette fenêtre-là. Donc, si on arrive à la pause, je vous donne un exemple, on arrive à la pause de la Coupe du Monde, le CF Montréal est 7e, 8e au classement. Là, tu peux te dire, go for it, on investit et on se garantit une place en série. Si Montréal est 14-15, que ça ne marche pas, qu'on a plein de blessés, de signer un joueur plaster temporaire qui ne sera pas là à long terme n'est peut-être pas la solution idéale. Entre les lignes, on va les avoir dans quelques instants. Ils vont venir me rejoindre ici. Et je vais vous les rentrer, je vais vous les présenter. Nouveau podcast qu'on a ajouté à la sélection de BBN Soccer. On est très fiers, on est très contents. La réponse a été excellente. Donc, merci à vous autres, les boys. DC est allé chercher des gros joueurs aussi, effectivement. DC est allé chercher des gros joueurs. Mais DC, j'ai l'impression que c'est un peu comme Toronto. Année après année, on ajoute des gros joueurs, mais on n'obtient pas nécessairement de résultats. Jimmy dit, c'est beau la lettre. On a fait des bonnes acquisitions à la def et au milieu, mais pourquoi Sunusi est encore là? Si on a une ou deux blessures, on va trouver l'année longue. Je parlais tantôt de l'importance en MLS de plus en plus d'avoir de la profondeur. Et là, je pense qu'on est en train justement de le démontrer. Alors oui, si on a une ou deux blessures, effectivement, la saison pourrait être longue, pourrait être très longue pour le CF Montréal. Facteur X du CF Montréal, qui pourrait être le facteur X du CF Montréal? Ben, on va s'en parler. Moi, je pense que Sinchuk n'arrive pas pour rien. Je vous ai dit qu'on allait rentrer les boys. Salut, Jeff. Podcast entre les lignes. Cédric est là. Salut, Cédric. Yes, ça va, toi? Yes, sir. Facteur X. OCF? Ouais. J'hésite. J'ai hâte de voir Pas Sadek. Sadek, j'espère qu'on va signer Sadek, mais Lucas Saputo avait l'air de dire que 90% que l'effectif était complété. Il laisse quand même une marge de 10% d'ici la fin du mercato. Donc, est-ce que Sadek pourrait rentrer? Ça serait une option facile à rentrer dans le club. J'ai hâte de voir. On va rentrer Max avant Sadek. Salut, Max. Salut, ça va? Yes, sir. Donc, je vous présente, les gars, à tous les auditeurs, Max et Ced qui sont derrière le podcast Entre les lignes que vous avez pu découvrir cette semaine sur BBN Soccer. Donc, bienvenue à vous autres, les boys.
On va reparler du podcast dans quelques instants, mais c'est ça, on était sur le facteur X. Donc, moi, je pense qu'un joueur comme Sinchuk va progresser énormément cette année. Moi, je le vois stepper vraiment up cette année. Je pense qu'il a pris beaucoup d'expérience. Je pense que le CF Montréal a investi beaucoup d'argent, comme rarement ils l'ont fait dans le passé sur un seul joueur. Je pense que les attentes sont très hautes. Maintenant, est-ce que ça va livrer? Est-ce que ça va arriver? Mais moi, je pense que dans les facteurs X, les joueurs qui pourraient avoir une incidence particulière sur la saison, je crois sincèrement que voyons, Sinchuk pourrait faire partie de ce résultat-là. C'est bon, le son, il marche. Oui, est-ce que le son est correct? Jimmy a dit baisse le son, ça double. C'est peut-être moi ici, là. Je vais juste couper. Juste pour pas que Ici, ça. donnez-moi. Ok, ouais, je pense que c'est bon. Là. Je m'entends plus. Excellent. On devrait être bon pour poursuivre comme ça. Ok. Ben, moi, là, je vois le commentaire à Jimmy. Là, Escobar, il parle d'Escobar. Moi, je pense clairement que Escobar, ça peut être notre facteur X cette saison. On en a parlé l'année passée aussi, vers la fin de la saison, qui a réussi à avoir quelques minutes de plus. Mais clairement, c'est un joueur qui s'oriente vers le jeu, vers le but adverse. Si il y a des minutes au milieu de terrain, là, au niveau du 10, ça n'a pas l'air d'être encore clair. Est-ce que c'est Jaime? Est-ce que c'est Escobar? Est-ce qu'on va rentrer quelqu'un d'autre dans cette double-là? Mais je pense que si Escobar est capable d'avoir des minutes en 10 cette année, c'est un joueur qui nous permet de jouer vers l'avant beaucoup, qui nous permet de se projeter. Puis comme on l'a dit un peu dans le podcast entre les lignes, là, je pense que cette année, une de nos forces, c'est qu'on est capable de s'installer en zone offensive et non juste d'envoyer le ballon devant au Wazoo puis essayer d'aller chercher un soutien ou quelconque. Je pense qu'on va vraiment être capable de monter le ballon vers l'avant, attaquer à 4, 5, 6 joueurs. Fait que je pense que Escobar peut faire notre relation comme ça entre la défense et l'attaque, puis nous amener des ballons vers l'avant, puis vraiment orienter le jeu dans la verticalité, comme je pense que le CF Montréal, ça a l'air d'être clair là, qu'on veut être plus vertical cette année. Fait que je pense que Sinchuk pourrait être, pas Sinchuk, ma bonne, Escobar pourrait être notre facteur X cette année. Toi, Max, tu le vois comment? Escobar, je le vois pour commencer, comme un complément, pas comme un facteur X. Il a démontré encore beaucoup de belles choses au camp d'entraînement, beaucoup de belles choses à la saison passée, mais c'est encore un joueur qui a peu d'expérience MLS. Jouer beaucoup de minutes en MLS Next Pro avant qu'on aille le chercher. Si on compte sur Escobar pour débloquer tout, c'est là que j'ai un peu de difficulté. Par contre, c'est un joueur clairement que durant la saison qui va venir chercher des minutes. Moi, le joueur que je me tourne, puis peut-être on va en parler après, mais c'est Ivan Raimé. Pour moi, c'est lui ton facteur X cette saison. C'est sur lui que tu investis 5,5 millions si tu achètes, tu lèves l'option. C'est lui, c'est ton gros joueur, c'est ta star, c'est lui ton joueur d'épée, c'est lui que tu payes le plus cher dans ton effectif. Ça doit être lui ton facteur X. Là. Escobar et Sinchuk, pour moi, ça doit être tes compléments. Là. Ivan a aimé, de ce que j'ai compris de Lucas Saputo tout à l'heure, plusieurs l'ont identifié, en tout cas parmi peut-être les fans, parmi les observateurs, l'ont identifié comme notre joueur capable de prendre la place que n'a jamais pris Bryce Duke, donc de devenir notre fameux 10 créatif qu'on attendait depuis longtemps. Ce que j'ai senti tout à l'heure de la discussion de Lucas Saputo, c'est plutôt que c'est peut-être le fameux ailier gauche qu'on cherchait. C'est lui qu'on a vu à gauche. Si c'est le cas, peut-être que je suis content parce que moi, je trouve que on a fait grand bruit pour l'arrivée de Streit, mais à mes yeux, tu ne peux pas mettre autant de pression sur un aussi jeune joueur qui arrive, qui débarque d'une des deux, qui arrive ici, puis tu peux pas dire c'est le joueur tant attendu depuis plusieurs années à Montréal. Donc, si Ivan Aimé peut effectivement prendre ce poste-là et réussir
à obtenir du succès. Ça peut être un plus pour Montréal. Mais dans la mesure où Ivan Jaime devient notre attaquant gauche, est-ce que, justement, un Escobar a la colonne assez solide pour devenir notre 10 créatif? Mais moi j'ai un problème. J'ai un problème sur Ivan Jaime en 10. Je comprends pas pourquoi même on en a parlé. Puis, tu sais, je comprends que oui, il a fait bien l'année passée, mais il a fait bien l'année passée parce qu'on n'avait aucun joueur qui était capable de jouer en 10. On n'avait pas de 10 l'année passée. Fait que je comprends qu'il fait bien, mais rendu là, est-ce que tu veux gâcher ton DP, justement, ailier gauche, ben ton joueur vedette ailier gauche, puis de le mettre dans une position qui t'a déjà, comme Jimmy dit, il y a déjà comme 5-6 gars au milieu. Est-ce que tu veux le rentrer dans cette rotation-là, tandis qu'à gauche, tu n'as aucun joueur? Puis tu cherches un joueur, justement. Noah Straité, je pense que faut faire attention parce qu'on parle de deuxième division, mais avec Lucas, il l'a éclairé un petit peu tantôt, mais je pense qu'il était en prêt, dans le fond, il était en prêt en deuxième division, ça allait moins bien. Mais je pense que c'est quand même un gars qui jouait au niveau là-bas, puis qui a joué, il a eu des minutes en international là aussi. Fait que, tu sais, je pense que même à ça, il va quand même arriver avec l'expérience. Où que ça fait mal en MLS, puis on le sait, c'est surtout au niveau des déplacements, au niveau du calendrier, de l'environnement de travail, puis tout ça, la culture en général. Mais fait que je pense qu'en début de saison, ça va être dur pour lui de s'adapter à 6 matchs sur la route, ou que comme Lucas disait, puis je pense que c'était Olivier Brett ou quoi, tu sais, qui va partir de San Diego, il va aller à Chicago en une semaine, il comprendra pas comment ça, c'est la température a changé de même, puis toutes les heures d'avion. Mais je pense que sur le terrain, il va être bon, il va être capable de nous amener beaucoup. En couverture un Ivan Jaime, justement, qui va devoir faire ses preuves cette année, qui va devoir monter le niveau, que ce soit lui pour ses objectifs personnels, peut-être de retourner à Porto, parce que tu sais, Porto va vouloir le réavoir ou quoi que ce soit. Fait que peut-être que c'est ça son objectif, de retourner là-bas puis de réussir à faire sa place dans cette équipe-là, du FC Porto, ou juste de augmenter ses performances au mieux pour se donner toutes les chances d'avoir un bon contrat avec le CF Montréal. Mais moi, ce que je pense, c'est vraiment qu'il faut arrêter de dire Ivan Jaime au centre. Ça peut dépanner si jamais on est dans la merde ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être une très bonne option si on veut changer les choses. Puis contre certaines équipes, exemple, qui ont un système différent, ça peut être bien de l'amener là. Mais moi, je l'ai dit, puis sur mon 11 partant, je l'ai mis comme ça. Je pense que un des problèmes qu'on avait avec Ivan Jaime à gauche l'année passée, c'est qu'on n'était pas capable de lui envoyer des ballons. On n'était pas capable de le fournir. On avait de la misère à jouer sur lui. Fait qu'il y a eu moins de ballons. Les ballons qu'il y a eu, il a été intéressant sur tous ces ballons-là. Mais ça a été difficile de le trouver. Puis je pense que cette année, justement, si on aligne, par exemple, un Thoralson derrière lui, ben là, on va être capable de l'alimenter beaucoup plus avec Thoralson qui a le flair offensif, qui va être capable de dédoubler beaucoup aussi, qui va être capable de donner le ballon, de passer derrière lui, d'aller dédoubler, de lui monter le ballon directement, puis de réussir à fixer le défenseur avec lui. Fait que je pense que dans cette situation-là, ça serait intéressant. Je pense aussi que nos milieux, justement, Escobar, qui joue beaucoup vers l'avant et tout ça, va être capable de le trouver s'il joue en 10. Je pense que Longstaff, là, il n'est pas là au premier match, mais je pense que Longstaff qui va être capable de lui envoyer des ballons aussi sur le côté. Je pense qu'aussi, on a une très bonne qualité, à ce que j'ai vu des 2 matchs qu'on a été capable de voir, je pense qu'on a une très bonne qualité balle au pied avec nos défenseurs centrales cette année. Je pense que Morales, Vera, Craig, Aviles, un petit peu moins, mais quand même une bonne relance. Fait que je pense qu'on va être capable d'aller chercher aussi des ballons longs un petit peu sur lui qui va être capable assurément de prendre une bonne première touche. Fait qu'à voir, mais moi, je laisserais Ivan Jaime sur le côté gauche, puis je laisserais de la place au milieu de terrain pour soit un Escobar, ou si on n'est pas prêt d'assumer puis de lui donner toutes les minutes, je pense qu'un Fabian Herbers ou quelque chose du genre peut venir nous aider en 10. Puis on a aussi Carmona qui jouait en 10 qui pourrait venir nous aider aussi à ce poste-là. Sur la gauche, Max, on a parlé beaucoup de Thoralson, puis j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de le situer sur le terrain. On le met parfois au milieu, parfois ailier, parfois latéral gauche. Tu le vois comment? Je pense que Thoralson, c'est surtout, je pense, pour avoir un penchant. On, tu sais, on a Sinchuk, je pense qu'à droite, qui aime avoir le ballon dans ses pieds, qui aime combiner, qui aime créer. Je pense que pourquoi que Donadel le met à gauche, c'est pour avoir une flèche, quelqu'un qui va peut-être prendre plus l'espace derrière les défenseurs. C'est pas ma position préférée pour Thoralson. Clairement, j'aimerais mieux l'avoir reculé un peu sur le terrain. Me permettre de l'avoir lancé plutôt que l'avoir devant.
Mais clairement que les options comme Raimé, comme on vient de dire, Raimé comme ailier gauche, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que pourquoi que les gens le voyaient au centre, c'est parce qu'il prenait beaucoup le centre l'année passée, justement parce qu'on n'était pas capable de le fournir. Fait qu'il venait décrocher Il vient beaucoup au chercher centre les pour aller ballons. chercher des ballons. Pour aller chercher le ballon. Je pense que ça va être là à savoir qu'est-ce qu'on veut à gauche. Est-ce qu'on veut un autre dribbleur à gauche et un dribbleur à droite? Est-ce qu'on veut une flèche qui va prendre les espaces à gauche, plus un Sinchuk à droite qui veut un peu plus organiser le jeu avec un Escobar, exemple, peu importe qui qu'on va avoir au centre. Là. Je pense que ça va être à Donadel à voir selon le match, selon l'équipe adverse, qu'est-ce qui est mieux. Mais clairement, tu sais, qu'il y a des solutions. Je ne m'attends pas à voir Thoralson toute l'année à gauche comme ailier gauche, mais clairement, il peut dépanner sur un match ou deux là, Mais la sans relation problème. Jaime-Thoralson pourrait être bien si Jaime il rentre au centre, Thoralson prend le côté aussi. Ça pourrait être intéressant à voir là, dans 100%, la zone offensive. 100%, mais 100%, mais ça le force à centrer du pied gauche. Ouais. Je ne sais pas, je sais pas à quel point il est à l'aise à centrer du pied gauche, là, mais ça le force. Mais sinon, tu as toujours Gouboglo, puis tu as Petrasso qui n'a pas fait une mauvaise job l'année passée, même si clairement que c'était quand même limité Un coup parfois, de mais secours, ouais. ouais. Parce que Mais l'an passé, si on regarde ça, là, la réalité, c'est que Prince Owusu, je l'aime pas tant, là, mais Prince Owusu, 4 touches de balle, c'est pas mal le maximum qu'on peut lui demander. Mais l'an passé, Ouais. justement, vu qu'on n'avait pas ces joueurs-là pour encadrer, ouais, trois touches de balle, on va être correct. Mais l'an passé, n'ayant pas ces joueurs-là, ben là, on était obligé de le faire s'impliquer beaucoup plus bas sur le terrain. Et c'est là qu'il devait faire justement ces 3-4 touches de balle-là, qui fait qu'il perdait sa capacité à être menaçant. Donc là, si on a un Thoralson, justement, qui peut jouer un peu, Ivan Aimé qui peut être créatif, moi, je pense que ça peut être à l'avantage d'un Prince Owusu. ben, je pense aussi que la qualité de nos défenseurs va faire la différence. Tu sais, on en parle beaucoup défensivement, puis Lucas a pointé la mine là-dessus, a pesé sur le crayon là-dessus, mais défensivement, on va être très bon, très agressif, tout ça, sans le ballon. Mais je pense que aussi offensivement, ces gars-là, ils ont plus de qualité que, par exemple, un Joel Waterman, que je tiens pas particulièrement dans mon cœur, mais combien de fois il a perdu des ballons au centre en relance, puis qu'on n'a pas été capable de trouver des bons ballons sur Owozu, puis tout ça, puis qu'il faisait des passes devant, puis on disait quel est ce ballon que tu nous envoies. Je pense que cette année, on n'aura pas ce problème-là d'être capable de trouver la verticalité, d'être capable de trouver Owozu justement un petit peu plus haut sur le terrain. Puis, comme que je dis, là, je pense qu'on a une meilleure qualité de ballon, de relance là, en défense aussi. Là. Pas juste défensivement qu'on est agressif, je pense qu'avec le ballon, on va être agressif aussi dans la verticalité. On parle beaucoup des ajouts à la formation. Il y a eu également des pertes. Jimmy nous demande, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que le Prince va marquer autant de buts que la saison dernière? Moi, je le vois en tout cas un petit peu moins productif. Je pense qu'on collectivement, on va être capable de fournir un meilleur effort. Qui va combler les buts de Sealy? Je pense qu'on parle, en tout cas sous toute réserve, de 9 buts, 8 ou 9 buts la saison dernière, Sealy. 9 buts. Donc, il va falloir que quelqu'un les mette dedans, ceux-là. Puis, déjà, on était en déficit. Là. Il en fallait plus que ce qu'on a marqué la saison dernière. Donc, est-ce qu'il y a un joueur qui va sortir du lot ou collectivement, tout le monde va aller en chercher 5-6? Moi, je l'ai dit dans le podcast, là, puis on a sorti un petit clip là-dessus, mais il va y avoir une sacrée bataille au poste d'ailier droit, je pense, entre Sinchuk et Carmona. En tout cas, si c'est l'objectif avec Carmona de le jouer à droite. Mais je pense qu'entre Carmona et Sinchuk, il y aura une sacrée bataille. Je trouve ça plate, entre guillemets, parce que moi, tu sais, en tant que club, tout ça, puis dans la vision du club, je pense qu'ils vont donner plus de minutes à Sinchuk, tu sais, qu'on a payé plus cher, que c'est le gars qu'on veut développer, c'est le gars qu'on veut peut-être revendre ou quoi que ce soit. Jimmy disait qu'il va peut-être être plus motivé aussi cette année parce que je pense que sa famille vient s'installer à Montréal. Fait que ça serait une très belle motivation pour lui. Mais j'ai regardé le match contre Blue Union de Philadelphie, puis je peux pas enlever Carmona qu'il il a changé le match. Je pense à sa façon. Il a changé le match. Il nous a amené beaucoup d'impact offensif. Il est allé vers l'avant. Il a marqué son premier but. C'était convaincant. C'était une belle action. Je pense que Carmona va être capable de combler ce 9 buts-là de Silly, à voir s'il va avoir
du temps de jeu, plus ou moins. Je pense quand même qu'en début de saison, à suivre, comme je te dis, c'est quoi le plan, là, mais je pense qu'en début de saison, là, un genre de 50-50 pourrait être possible entre Sinchuk et Carmona, puis à voir qui va se battre le plus, puis qui va mériter plus ses minutes de jeu. Mais clairement, je pense que ça va venir de. Tu sais, je pense que du côté droit, on n'aura pas de problème à remplacer Dentisili avec Carmona et Sinchuk. Je pense que Sinchuk, c'est moins naturel peut-être un peu de tirer au but ou d'aller au but. Je pense qu'il est plus dans le dribble, dans la provocation, puis après dans la passe. Je pense que s'il faut tirer, il va tirer. Carmona, il a l'air beaucoup plus direct vers le but. Je pense que ce qui va faire la différence aussi, c'est que cette année, peut-être bien qu'on va avoir aussi un ailier gauche qui va poter des buts. Et non juste Owusu en haut, puis s'il est à droite, je pense qu'on va avoir notre ailier gauche aussi qui va venir nous aider. Puis ça va juste, je pense que collectivement, comme tu dis, là, on va être capable d'en mettre plus dedans. Je pense que Owusu, quand même, va garder sa cadence. On l'a vu dans le match pré-saison, 3 buts en 4 matchs. Je pense qu'il va garder ça tout le match, toute la saison. Je l'ai vu, il a l'air en forme, il a l'air en shape. Il a le sens du but. Fait que, à suivre, l'année passée, j'avais pas trop d'attentes sur lui, mais il m'a surpris, puis il faut lui donner le crédit. Est-ce que tu fais la même lecture, Max, pour Prince Owusu? Moi, je m'attends en tout cas à ce qu'il recule un peu. À quel point, je ne le sais pas. Et effectivement, Cédric, je pense qu'il y a eu un bon camp. Maintenant, est-ce que ça va tenir sur toute une saison ou il a joué peut-être au-dessus de sa tête en 2025? Moi, je m'attends à la même production. Parce que cette année, je trouve que, on l'a vu au début de l'année, il y a eu beaucoup de maladresse devant le filet au Oussou. Puis il a vraiment débloqué à partir de vers à peu près vers la deuxième moitié de saison, peut-être un peu avant. Mais s'il est capable de récupérer des buts qu'il n'avait pas fait au début de la saison l'année passée, clairement qu'il est capable d'en remettre 13, 14, comme que Jimmy vient de dire. Là. Puis tu peux avoir Raimé qui peut fournir des ballons, tu peux avoir Escobar qui peut fournir des ballons, tu peux avoir Sinchuk Ouais, qui je peut pense qu'il va fournir des mettre ballons. qualité. Tu peux avoir les latéraux, que ce soit Boudaille, Hidalgo, Gouboglo, peu importe, il peut centrer des ballons aussi. Puis clairement, en arrière de lui, je ne m'attends pas à voir Rios avoir beaucoup de Lui minutes enlever. cette année, puis ni Graham Roach non plus. Donc, clairement, c'est encore lui qui est un dans son île présentement. Là. On parle aujourd'hui du 18 février. Fait que, clairement que moi, je le vois faire encore son 13-14 buts cette année. Peut-être plus espacé, là, peut-être moins comme la deuxième moitié de saison que c'était si Owusu marque pas, ben CF marque Ouais. pas. Là. C'était ça à la fin de la saison pratiquement. Là. Donc, puis tu sais, juste pour répondre rapidement, là, moi je pense que les 9 buts de Sealy sont facilement rattrapés par Raimé. Est-ce qu'il va mettre les pénaltys? Ça, c'est une autre question. Par exemple, l'année passée, il mettait les pénaltys au Zoo. Ouais. Je sais pas s'il Ça va se les peut. prendre cette année ou si Jaime va prendre la place ou Ça quoi peut que ce faire. soit. C'est sûr que ça fait la différence. Ça fait la différence. Puis aussi, je pense qu'Owusu se bat quand même pour une place en sélection internationale, je pense. Je pense qu'il est comme sur la limite Ouais. entre est-ce qu'il est appelé, est-ce qu'il n'est pas appelé. Fait que c'est sûr qu'il va vouloir jouer là-dessus. Je sais pas, je me souviens plus de ses origines, sa Le nationalité. Ghana. Je sais pas s'ils sont en liste pour la Coupe du Monde ou en tout cas en barrage ou quoi que ce soit, mais clairement qu'il y a quelque chose à gagner dans ce sens-là, puis qui va vouloir faire sa place. Mais moi, Max vient d'en parler, puis je pense qu'il y a un autre point d'interrogation aussi qu'on doit mettre dans cette équipe-là, c'est qui va être notre def droit. Parce que sur nos 3 partants, je pense qu'on a mis les 3 des joueurs différents en def droit. Je pense qu'il y a Gouboglo qui va chercher sa place. Il y a Hidalgo qu'on a signé en fin de saison passée, que je ne sais pas c'est quoi le plan avec. Puis il y a aussi Bougaille qui nous a sauvés en fin de saison, puis qui a sorti des très bons matchs, là, on va se le dire, en fin de saison. Fait que défenseur droit, je pense que c'est pas réglé non plus nécessairement. Peut-être dans la tête de Donadel, là, mais au niveau de nous, les supporters et tout ça, je pense qu'il y a quand même des questionnements à savoir qui va s'aligner samedi en def droit. C'est sûr, mais ça c'est le fun parce que je pense que la MLS, tranquillement pas vite, s'en va vers une ligue de profondeur. Tu sais, Mm-hmm. il n'y a pas longtemps, tu jouais avec ton 11 puis c'était suffisant. Maintenant, il faut que tu aies cette profondeur-là. Je pense que le CF Montréal est en train de se donner un certain luxe et une certaine latitude défensivement. Puis je trouve ça intéressant parce que je pense que tu construis ton club de l'arrière vers l'avant. CF Montréal, on le sait, sont en reconstruction, c'est annoncé. Et je pense qu'on fait les choix quand même logiques pour l'instant.
Donc, je pense que ça peut être ça, mais effectivement, il y aura une belle compétition là. Avant qu'on vous laisse parler de votre podcast, je veux juste revenir avec Jimmy qui dit, selon vous, quelle sera la plus grande vente du CF Montréal? Il y a beaucoup de potentiel si les joueurs évoluent comme on s'y attend. Moi, avant de parler de vente, je ne peux pas parler de vente sans parler de développement. On sait que le CF Montréal veut le recruter, former, vendre des joueurs. Sans MLS Next Pro, je trouve ça hyper compliqué. Et je sais, Cédric, que tu es un grand fan de Sadek. Je pense que c'est des joueurs qu'il faut garder dans notre giron, mais c'est des joueurs qu'on pourrait perdre. Et on a 2 joueurs assis sur le banc qui sont Opoku et Sunusi Ibrahim qui coûtent cher, qui monopolisent des places. Et je crois qu'un joueur comme Sunusi Ibrahim, justement, et même peut-être Opoku, qui est peut-être un petit peu plus vieux, mais lorsqu'on les a accueillis à Montréal, si on aurait eu le luxe de les faire jouer en MLS Next Pro, je pense qu'on aurait pu transformer la carrière de ces joueurs-là. Peut-être que je me trompe, mais surtout, je pense que... Surtout pour Ibrahim. Oui, je pense que oui. Principalement. T'es arrivé à 18 ans du Nigeria, tu sais, qui n'était pas une grande ligue de soccer, là. Je pense que lui, tu sais, autant qu'il doit avoir ses torts là, de son côté hygiène de vie et tout, là, mais clairement que le CF Montréal a aussi ses torts par rapport à son développement. Mm-hmm. Tu sais, on s'entend, c'est pas le prochain meilleur neuf de l'histoire, mais clairement que il a manqué de minutes de jeu aux âges les plus importants, qui est entre 18 et 21 ans. Clairement qu'il a manqué de minutes de jeu, puis clairement, le CF Montréal, il a ses torts aussi dans le développement d'Ibrahim. Mais c'est clairement que lui aussi a ses torts. Fait que c'est un peu peut-être un mélange des deux. Ouais, Mais c'est surtout, tu sais, il parlait dans le balado plein axe de Keita, le gardien de but. Puis il disait, on va l'emmener faire des voyages et tout. Mais c'est pas un job de touriste qu'on demande à Keita de faire, là. C'est pas prendre les photos avec nos photographes, là. Le but, c'est qu'il engrange des minutes lui aussi, puis c'est pas en se baladant de Chicago à San Diego qu'il va engranger des minutes. Fait que moi, c'est là que le manque de MLS Next Pro me fait mal. C'est pour ce genre de talent-là qu'on perd ou qu'on ne réussit pas à développer. Sinon, il faut les envoyer en prêt, puis on sait que depuis qu'on les envoie en prêt, nos joueurs, souvent, ils ne reviennent pas. Merci. Puis, tu sais, on va en parler, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On en parlera de toute façon. On va en parler entre les lignes, puis on va en parler aussi peut-être avec Jeff. Mais il y a tellement de talent au Québec, il y a tellement de bons joueurs au Québec qu'il va falloir faut qu'on trouve une solution, soit qu'on s'affilie avec un club comme le Supra, puis que genre, c'est vraiment, ça devient comme notre MLS Next Pro, mais underground, puis tout ça, puis qu'on s'affilie avec eux, puis qu'on a comme des droits sur les joueurs, je sais pas qu'est-ce qui peut être possible, mais vraiment, il va falloir qu'on fasse de quoi parce que moi, je le dis, puis qui est la prochaine grosse vente? Enregistrer ça, screenshot-là, mais Adjilas Sadek va être notre prochaine grosse vente. Je dis pas que ça va être cette année, ça va peut-être être l'année prochaine ou l'autre année d'après, mais ce gars-là va valoir de l'or, je vous le garantis, il va valoir de l'or si justement on est capable de lui donner sa chance, puis lui donner des minutes, puis qu'on se le fait pas voler parce que d'après moi, si cette année, on n'est pas capable de lui donner le contrat, je ne sais pas c'est quoi qu'il va faire, mais quand tu vois des Kevin Sullivan à Philadelphie, à 15 ans, Man City vient le chercher, je pense que le football est rendu là. Je pense que le deadline est rendu là. À 15 ans, il faut que tu signes dans un gros club si tu veux avoir une grosse carrière. Puis je pense qu'on l'a vu avec des Lamine Yamal puis des gars en Europe et tout ça. Ça se passe beaucoup plus jeune qu'avant. Puis il va falloir qu'on se réveille là-dessus. Puis qu'il va falloir que justement il y ait une solution pour ces jeunes-là parce que je pense que ils méritent d'avoir des minutes, ils méritent de jouer. Puis tu sais, on en parlait cette semaine aussi ensemble, là, puis j'ai ma bad pour ceux qui ont écouté le podcast Entre les lignes, je disais Charles-Antoine, je pense, là, mais c'est Charles-Émile. Charles-Émile Brunet qui a signé avec Nashville. Puis c'est un autre gars qui part de chez nous, puis que, tu sais, on aurait pu le prendre. Je sais que, tu sais, il est en bon terme avec le CF, puis ça s'est bien fait, puis c'est correct. Puis il a peut-être pris ses décisions là-dedans aussi, d'aller là-bas. Il était déjà aux États-Unis, il était déjà, tu sais, implanté là-bas. Mais ça reste que, tu sais, c'est un gars facilement qu'on aurait pu prendre avec le CF Montréal, qui aurait pu nous aider aussi. Des gars comme Ruben Passius qui a marqué là, hier là, avec Nashville, qui il était ici puis il était prêt à jouer. Fait que,
c'est ce manque-là, je pense, qu'on a sans la MLS Next Pro. Je pense qu'on échappe des gros joueurs. Puis je pense que Keita aussi, là, j'ai hâte de voir c'est quoi le plan avec lui, mais clairement qu'il a du talent, ce gars-là. Puis il est pas là pour niaiser, puis il est pas là pour réchauffer le blanc. J'ai hâte de voir si on va insérer cette compétition-là vraiment dans les goalers, parce que je pense que, tu sais, Gillier, c'est comme notre numéro un par défaut, mais je pense que il n'a pas nécessairement fait totalement ses preuves. Là. Je pense que il y a de la place à aller gruger là, puis il y a des minutes à aller chercher. Je pense que Brésil, on l'a tout vu contre Philadelphie. C'est pas le goaler de l'année. Là. Fait que je pense que justement, Keita, il y a bon à faire dans cette rotation-là de gardien. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher sa place comme Joe Sirois l'avait fait auparavant? Je pense que oui. Fait que ça sera à voir c'est quoi le plan avec lui, mais clairement lui, on l'a signé, on veut lui donner des minutes, on veut faire quelque chose avec. Puis je pense que Lucas, il a déjà sa vision un peu préétablie avec Keita, là, de la façon qu'il en parle. Toi, Max, la prochaine grande vente du CF Montréal? Sendchuk. Moi, je pense aussi. Sendchuk, pour moi, c'est une valeur sûre. Je pense qu'il va stepper up cette année. Et d'après moi, là, c'est une des prochaines transactions, à moins qu'on déciderait de l'envoyer à Bologne puis que on se fasse, on se fasse avoir par Il va se blesser, Sendchuk, il va se blesser. Il n'y a pas le profil de joueur pour jouer à MLS. Sendchuk, il va se blesser, ça sera pas long. Je les laisse 6 matchs à l'extérieur, c'est sûr qu'il est blessé après ces 6 matchs-là. C'est sûr. C'est sûr. Sendchuk, mais si Morales serait dans un profil offensif, je pense que ce serait Morales. Mais défenseur, habituellement, c'est pas des profils qui se revendent à très fort prix. Mais clairement, Morales, s'il joue la Coupe du Monde, prenez des photos pendant qu'il soit avec le CF Montréal parce que clairement, l'année prochaine, il n'est plus. Ça va être intéressant de suivre tout ça. Samedi, j'ai entendu dire que l'Inter Milan serait intéressé par Ismaël Koné. Ouais. C'est le genre de profil de joueur qu'il faut. On a-tu encore des droits? On a-tu encore des pourcentages sur lui? Je ne sais pas, parce que là, ça fait une couple de fois qu'il change de club. Je ne sais pas si ça se traîne ou en tout cas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Hey, gang, on a sûrement des redevances. On a des redevances de reforme de formation, mais on n'a plus de pourcentage. Ça doit être des pinottes, là, de toute façon. On est 125 en direct sur la plateforme X. C'est vraiment le fun. Et là, je vous laisse les prochaines minutes parce que, dans le fond, le but de votre intervention, c'était de présenter le nouveau balado qui est à BBN Soccer, qui est Entre les lignes. Fait que, qu'est-ce qu'on va voir cette saison? De quoi on va parler? Je vous laisse aller. Yes, je vais commencer, Max, puis tu enchaîneras après. Mais podcast Entre les lignes, on a sorti notre premier épisode mardi. Dans le fond, on s'attend à sortir l'épisode. C'est tout le temps des épisodes qui vont être préenregistrés, qui vont sortir les mardis. Fait qu'on va faire un peu un bilan du match. On va l'analyser beaucoup. Notre but avec notre vision et tout ça avec le podcast, c'est entre les lignes, ce que le score dit pas. Fait que c'est pas nécessairement d'analyser sur le score, sur le résultat du match, quoi que ce soit. C'est vraiment d'être capable d'analyser les petits détails, voir comment on peut améliorer cette équipe-là, qu'est-ce qui nous fait le plus mal, qu'est-ce qui nous fait le plus bien. On va comparer aussi avec l'année passée ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on veut faire avec les liens avec l'Europe. Fait que être capable de voir un peu avec l'Europe, est-ce qu'on est capable de comparer des joueurs, est-ce qu'on est capable de comparer les équipes, est-ce qu'on est capable de comparer des systèmes et tout ça. Fait qu'on va essayer d'introduire un petit peu ça aussi. On va être en live aussi sur Discord après les matchs. Donc, après les matchs, notre objectif, c'est de faire des 30 minutes à chaud dans le vocal Discord qui est en lien là, sur notre Instagram. Si vous allez sur Instagram, entre les lignes, je ne sais pas s'il est sur X Max, là, tu le diras, mais on a notre Discord qui va être disponible. On a un vocal qui s'appelle Le Vestiaire. Fait que dans le vestiaire, après les matchs, on va être là, on va vous parler à chaud un peu. L'objectif, c'est de parler avec vous aussi, vous laisser la parole, être capable d'échanger. Là, c'est un peu un vocal où on va pouvoir s'obstiner, où on va pouvoir se mettre d'accord sur certains points. Puis c'est l'objectif de tout ça. Puis après les matchs, on va toujours aussi enregistrer un petit débrief du match, là, vite fait qu'on va pouvoir poster soit le soir même ou soit juste après le match. Fait que l'objectif, c'est de couvrir le CF Montréal beaucoup, couvrir aussi l'Europe un petit peu, faire la relation entre les deux. Puis, pour ma part, c'est vraiment
de voir un peu les détails du match, voir justement si le projet de jeu il se tient, si on a quelque chose de clair, d'être capable de l'identifier, être capable d'apporter soit notre opinion sur des changements qui pourraient être faits ou sur ce qui est bien fait aussi. On parle souvent du mal quand on veut faire des vues ou qu'on veut juste parler du CF Montréal puis dénigrer, on est bon, mais je pense qu'il y a aussi, je pense que cette année, vraiment, il y a un projet de jeu, il y a quelque chose qui est clair. En tout cas, c'est ce que Lucas Sapito avait l'air de dire, puis Donadel aussi, il a confiance en ce qu'il va nous proposer. Mais dès les premiers matchs, là, vite comme ça, là, on peut parler de certains petits détails qui vont faire mal. Tu sais, je pense que notre objectif, c'était d'investir défensivement, être agressif défensivement pour être capable de récupérer des ballons hauts. Moi, ce que je vois en ce moment comme problème dans ce secteur-là, c'est beaucoup que c'est bien d'être agressif, c'est bien d'y aller, mais il faut avoir un bon timing. Je pense qu'en ce moment, le timing n'est pas à 100%, il n'est pas encore setupé comme il faut. Je pense que c'est pas normal que tu pognes 2 cartons rouges en pré-saison juste parce que tes défenseurs centres sont tortors sur le ballon. Parce que si tu veux presser haut, c'est correct, mais il faut que tu sois quand même sur le bon timing et que tu sois capable d'aller chercher le joueur sur le temps de passe. Puis, autrement aussi, il faut que tes milieux soient capables de suivre et tout ça. Je pense que c'est ça qui nous a fait mal. Je parle de la première demi, surtout contre l'Union, on a bien vu le match. Je pense que c'est ça qui nous a fait mal. Puis contre le match à Malaga aussi, je me souviens plus de l'équipe contre, là, mais c'est ça aussi qui nous a fait mal. Fait que je pense que l'idée est bien. L'idée, on l'avait vu l'année passée aussi en fin de saison, qui se développait avec Waterman, des fois qu'on retrouvait quasiment à presser dans la boxe, puis qui dézonait au bout pour être capable d'enfermer haut. C'était un peu comme du man-to-man, puis on presse, on presse. Fait à suivre sur les petits détails, qu'est-ce qu'ils vont être capables de s'ajuster, puis voir comment qu'ils vont se démarquer. Mais clairement, je l'ai dit tantôt en commentaire dans le podcast juste avant qu'on embarque, là, puis tu sais, Eustachio, Son, Bouanga, je sais pas si vous avez vu le but, mais ça va vite en tabarouette. Fait qu'il va falloir que nos defs y suivent. Puis si on est agressif, il va falloir l'être en tabarouette parce que je vous garantis que de l'autre côté, là, Regulon, De Paul, Messi, ça va pas aller plus lentement. Là, ça va aller de la même vitesse. Fait qu'il va falloir qu'on s'adapte. Puis on parlait de Mouktar, Espinoza sur Ridge aussi, ça va vite. Fait que va falloir qu'on soit sur le bon timing si on veut être agressif parce que c'est sûr qu'on va laisser des opportunités sinon sur la table pour les autres équipes. Mais clairement, puis offensivement, clairement, la verticalité est beaucoup plus là cette année. Comme je le disais, on balance plus de ballon sur Ouzou. On est capable de vraiment monter le ballon. On a une bonne relance. On est capable de monter, aller s'installer. Je pense qu'avec des joueurs comme Ivan Jaime et Sinchuk, exemple, Escobar, c'est tous des joueurs qui sont capables de fixer, qui sont capables de temporiser le jeu aussi. Qui vont être capables d'amener nos défenseurs plus haut, amener nos milieux, puis là, on va être capable de s'installer en zone offensive. Fait que je m'attends à avoir un petit peu plus de possession offensive puis d'action offensive en surnombre que l'année passée où c'était plus comme en transition puis ça allait super vite avec Owuzu plus souvent que d'autres choses. Là. Fait que j'ai hâte de voir, je suis excité, mais entre les lignes, ça va être vraiment ça. On va analyser un peu ce qui se passe entre les lignes, dans les détails et tout ça. Moi, ça va être mon rôle dans ce podcast-là. Dans ce podcast-là. Toi, Max? Écoute, Ced, tu as fait un bon résumé. Écoute, Mathilde, je pense que Ced a pas mal tout dit. C'est vraiment, tu sais, on veut pas amener du clickbait nécessairement, ou on veut vraiment, tu sais, essayer de chercher vraiment une base de fans qui veulent comprendre comment que le CF joue, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux chez le CF Montréal, c'est quoi les idées qui sont en place, c'est quoi la prochaine étape vers les idées qu'on a présentement. Clairement qu'au début de saison, ça va être plus compliqué parce qu'on a un jeune groupe, on doit se réadapter à certains principes qui, cette année, semblent beaucoup plus clairs que l'an passé. Clairement que la défense qui presse haut va nous emmener des buts, mais va aussi nous en faire marquer beaucoup. Ben, on va devoir en concéder beaucoup parce que quand tu t'essayes de gambler dans la vie, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Tu ne peux pas toujours gagner. Mais je pense qu'il va falloir être patient, il va falloir être prêt. Comme au début, je me souviens très bien dans les premiers mois de Wilfred Nancy, on reprochait beaucoup le jeu court. Des fois, ça nous avait coûté beaucoup de buts. Puis je me souviens que certains partisans blâmaient ça, blâmaient que pourquoi qu'on ne relance pas long, pourquoi qu'on ne dégage pas à la place de jouer court. Mais au final, ça nous a amené beaucoup parce que c'est notre meilleure saison historiquement en MLS. Je pense qu'il va falloir être prêt à subir beaucoup au début, mais si ça amène du positif par après, je pense que
ça va être super bien. Puis j'aime beaucoup mieux voir une équipe qui essaye de jouer, de proposer du jeu, qui essaye de proposer des idées, mais que des fois, ça ne fonctionne pas, que voir une équipe stérile, morte, qui vont juste balancer devant sur leur attaquant puis se croiser les doigts que ça va fonctionner. Mais ça va être super intéressant cette année. Fait que vous pouvez nous suivre vraiment sur toutes les plateformes, puis suivre aussi BBN. On va, Qui host, on va qui faire host de- le Qui podcast. host le podcast. Ah oui? Hey les gars, juste avant de vous laisser aller, Jimmy s'est trempé, défaite du CF Montréal 3-1 samedi à San Diego. San Diego qui est déjà en action, je pense, en CONCACAF présentement, qui obtient quand même des bons résultats. Pour moi, en tout cas, une équipe qui va être pas mal top 6 dans l'Ouest cette saison. Ça ne sera pas un match facile. Premier match de la saison, match sur la route, on le sait, les 6 premiers matchs du CF Montréal à toutes les années, c'est une catastrophe. Vous le voyez comment? Moi, je pense qu'un match nul serait un bon résultat dans les circonstances, mais je pense que le CF Montréal est capable de marquer des buts. Contrairement à l'an passé où c'était hyper compliqué, je pense qu'on va marquer. Fait que moi, je vois un genre de 2-2 pour ce match-là. Ça va être ma prédiction 2-2. Vas-y, Max. Euh, clairement qu'un match nul contre San Diego, là-bas, premier match de la saison, c'est une victoire. C'est quasiment une victoire pour nous, là, de chercher un point de même comme San Diego. Je m'attends peut-être le 3-1, je pense qu'il est quand même réaliste pour San Diego. Tu sais, ils ont joué 2 matchs contre Pumas, qui ont quand même très bien performé contre une bonne équipe de la Liga MX. Je vais dire 2-1. Je vais dire 2-1 pour San Diego. J'aurais pas juste laissé parler, Max, j'avais la même prédiction que toi. Mais j'en avais parlé dans le podcast, puis moi, comment que je voyais mes attentes envers le groupe, c'est que je pense qu'on va bien jouer. Je pense que ça va être plus beau dans le jeu, ça va être plus clair dans nos idées. Je pense qu'on va réussir à proposer quelque chose de bien. Mais je suis pas sûr, surtout en début de saison, que la finalité va être là. Je pense pas qu'on va gagner beaucoup de matchs nécessairement. J'ai aimé la façon que Lucas l'approchait, mais tu sais, du 14-20 là, de la saison qui se coupe en deux avec la Coupe du Monde. Dans les 14 premiers matchs, pour vrai, je vois pas le CF Montréal gagner énormément de matchs. Je vois le CF Montréal bien jouer, bien performer. Je vois pas le CF Montréal se faire détruire, mais je vois pas nécessairement beaucoup de résultats. Je suis convaincu, par contre, que au fil de la saison, ça va beaucoup s'améliorer puis ça va aider. Moi, ce qui me fait peur un peu avec le CF Montréal, c'est est-ce offensivement, c'est quoi qu'on va avoir au premier match samedi si Noah Straity vient d'arriver? Es-tu prêt à jouer? Es-tu pas prêt? Ivan Jaime, clairement, il jouait sur une patte contre l'Union. Est-ce qu'il est prêt à jouer? Est-ce qu'il est pas prêt à jouer? À droite, je pense que c'est correct. Sinchuk, est-ce qu'il est correct? Je pense qu'il a l'air en forme. Il avait l'air de s'avoir blessé un peu, mais je pense qu'il est correct. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on va aligner offensivement? J'ai hâte de voir, mais je pense que quand même, ça va finir par une défaite là, de 2-1, comme Max dit. Je pense que c'est réaliste. Puis à suivre, mais je pense que les résultats vont être quand même longs à venir. Je pense que la façon de jouer va être bonne, mais il ne faut pas s'attendre non plus à une saison en or. Là. Faut pas, comme le monde dit, Jeff, faut pas mettre des lunettes de licorne puis regarder ça tout beau, tout frais. Là, mais je pense que ça va être. Je pense qu'on va avoir une bonne saison. Je pense que le CF Montréal va un peu puis qu'on va être capable de faire préparer. Je ne mettrai pas le CF Montréal top 5 cette année. Je vais m'abstenir. Mais l'autre point, je ne peux pas en parler avant de vous laisser aller. 3 cartons rouges en pré-saison, dont l'entraîneur-chef. Est-ce que à San Diego, en fin de semaine, on termine le match à 11 joueurs? Il va falloir s'adapter à ça parce que je l'ai dit dans le podcast, puis on a fait un clip justement sur TikTok si vous voulez aller nous suivre entre les lignes sur TikTok. Mais clairement, Morales à Villes, si on aligne ça, moi, ça me fait penser à Ramos Pépé. Puis je sais pas si c'est positif ou négatif, mais Tabarouette, je pense que ces gars-là, ils ont faim puis ils veulent manger de la viande parce que avec le Morales, le tac qui nous sort contre l'Union de Philadelphie.
C'était presque plus haut que le genou. C'était assez dangereux. Est-ce qu'on va finir à 11 contre 11 ou à 10 contre 11? J'ai le goût de te dire qu'on va peut-être bien finir à 10 contre 11. Puis il va falloir s'adapter à ça. Mais pour l'instant, c'est pas mauvais. Je pense qu'à 10 contre 11, on a été capable de planter plus de buts qu'à 11 contre 11. Fait que on y va de même. Mais clairement que le fait qu'on va être plus agressif, ça va nous amener des cartons rouges cette saison. Mais la bonne affaire, c'est qu'on a de la profondeur. On a de la profondeur, même si nos Morales à Village, les deux pognent des rouges. Je pense qu'avec un Neal puis un Vera, on n'est pas dans l'ordre. Fait qu'on est bon. On finit ça à 11, Max? Puis c'est juste pour compléter, là, ce que j'ai entendu dire, Vera, c'était pas super beau non plus, comme Tampa Bay, son carton rouge, là. Ça là, c'était un peu limite aussi. Clairement, il faut finir à 11 pour gagner le match, là. Ou au moins égaliser, là, pour au moins finir à 11. Mais je m'attends pas non plus pour finir à 11. Sinon, c'est le coach qui pogne le carton. Non, c'est ça. Jimmy, il dit une chance qu'on a pu Waterman. S'il fallait qu'on aille Waterman et Camacho dans l'alignement, c'était fini, c'était final. Hey les gars, là-dessus, je vous remercie d'avoir été de passage. Je vous souhaite une excellente saison dans votre podcast. Fait que j'invite tout le monde à suivre sur X et à peu près toutes les plateformes. Donc, entre les lignes, vous allez trouver ça. Et après le podcast, de toute façon, je vais respinner le compte X de Entre les lignes pour être sûr que vous le trouviez facilement. Fait que les boys, merci à vous autres et bonne saison. Merci Jeff, bonne saison à tout le monde. On va écouter le match en fin de semaine. Discord après le match. Discord après le match direct. Donc, allez suivre ça. Merci les boys, bye. Merci, bye bye. Merci. Donc, c'était Ced et Max qui étaient là avec nous autres pour mettre la table finalement sur ce début de saison-là à BBN. Jimmy dit bonne saison les boys, bonne saison à tout le monde, bonne saison à vous autres aussi. Donc, pour nous autres, ça part, gang, ça part là. On va lancer le balado normal régulier à partir du week-end prochain. Donc, le dimanche, vous aurez pour les membres premium, juste ici, vous aurez votre balado sur une base hebdomadaire et pour les autres, ben, ça sera à tous les mercredis, le même rendez-vous qu'on a là, mais on va, dans la version gratuite, on va analyser tout simplement le match et les résultats et on va aller un peu plus en profondeur pour les premiums. Fait que là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente saison. On se retrouve mercredi prochain pour un autre balado. Donc, l'analyse de la victoire, de la défaite, du match nul du CF Montréal face au FC San Diego. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.